une première couche de Duro. Pourquoi? Travaillant directement sur du laiton, le Fimo ne va pas adhérer facilement et pour être retravaillé tranquillement dans le temps, il lui faut quelque chose qui lui permette d'adhérer définitivement. À présent, je vais pouvoir créer mon volume de base en pâte Fimo professionnelle, non pas soft, qui est beaucoup trop molle pour le travail que j'effectue et qui réagit d'une façon différente. Bref, je n'utilise jamais de Fimosoft. Je viens donc créer un boudin, vous l'avez vu sur le dos de ma main avec ma spatule, que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos. Un outil que j'ai fait, qui a été créé à base d'un vieux clou, je crois. C'était il y a longtemps. Après avoir donc créé le premier boudin, euh, je viens l'appliquer sur la couche de Duro que j'avais précédemment faite. Il est important que le Duro soit encore frais au moment de cette étape-là. Si le Duro a séché, on va dire que le côté collant du Duro sera beaucoup moins efficace. Et dans le temps, parce que je vais retravailler ce volume de base en Fimo, dans le temps, ben, il se pourrait que le Fimo se détache et ben, il faudrait tout recommencer à zéro. Je prends le temps de bien faire adhérer ce volume de Fimo. Finalement, la forme de boudin était nécessaire surtout pour avoir une idée du volume final que je vais créer. Là, finalement, je déforme ce boudin. C'est pas très important. Ce qui est important lors de cette étape, c'est réellement de faire adhérer le Fimo au Duro et au laiton, car le volume de Fimo est plus large que la couche de Duro. Alors j'ai accéléré des passages de cette vidéo parce que le geste est intéressant, euh, mais parfois est lent. Donc je tenais à montrer à la fois le geste, mais ne pas perdre trop de temps. Imaginez que le temps passé est parfois nécessaire pour le résultat qualitatif. Donc là, ben, j'ai effectivement refait la même chose de l'autre côté puisque j'aurai deux cordes qui maintiendront ce volume de laiton que j'ai mis en place précédemment. À présent, à l'aide de différents outils, je vais enfin réellement travailler mon volume de Fimo pour le transformer en ce qui deviendra une corde, enfin en l'occurrence deux cordes, symbolisant une accroche, un maintien du volume en laiton. Là, j'utilise un pinceau gomme, en anglais Color Shaper. Alors, il existe différents types de pinceaux gomme. Et on va trouver différentes tailles et nous allons trouver également différentes duretés. Celui-ci est de couleur blanche et la dureté est la plus souple. Il existe du gris qui sera, on va dire, d'une dureté moyenne, médium, et une gomme noire qui, elle, sera beaucoup plus dure. Différentes formes. Là, c'est du biseau. L'avantage du biseau, c'est qu'il y aura il y a une pointe, il y aura aussi un côté arrondi et des côtés plats. Il y a d'autres formes, faut chercher. Et la taille de ce pinceau gomme est le 0, euh, très adapté pour de la miniature. J'utilise également des pinceaux à poil, en l'occurrence vraiment le type de pinceau qu'on va utiliser pour la peinture, mais qui est uniquement, que je n'utilise uniquement que pour la sculpture. Celui-là en poil de martre, avec un montage court, ce qui me permet d'avoir une résistance malgré tout
dans les poils du pinceau. Actuellement, j'utilise une spatule en bois que j'ai créée à partir d'un petit bâtonnet trouvé en supermarché. Euh, J'aime beaucoup pouvoir créer mes propres outils. Quand j'imagine avoir besoin d'une forme, d'une réponse, euh, on va dire négative, au volume que je veux créer, eh bien, je n'hésite pas. Je me taille, je crée en métal, en bois, parfois même en fimo, ça m'est arrivé, un outil. Et ça peut être aussi varié qu'une pointe jusqu'à une spatule ou une autre forme. Je viens de vous détailler plusieurs de mes outils. Voici une aiguille, une des aiguilles que j'utilise aussi. Là, je vais passer à l'étape du marquage. Donc sur l'étape précédente, j'ai remis en forme mon boudin finalement, puisque je l'avais beaucoup déformé afin de le faire vraiment tenir. Et là, je lui ai donné la forme que je souhaitais. Alors, encore une fois, je garde en tête la possibilité pour cette pièce d'être moulée et donc produite en résine en l'occurrence. Euh, Évidemment, si c'était une pièce qui n'était pas destinée à être moulée, je pourrais me permettre d'avoir une corde beaucoup plus ronde, beaucoup plus réaliste finalement. Là, je suis limité par rapport aux données techniques du moulage, notamment les notions de contre-dépouille. Donc j'ai fait vraiment adhérer la corde de façon à ce que ce qui sera en contact avec le volume de laiton soit le plus plat et le plus rempli possible. J'espère être clair dans mon explication. Et donc dans l'étape précédente, j'ai remis en forme et rééquilibré mes volumes de fimo. À présent, bah, à l'aide de cette aiguille, donc une aiguille un peu large, finalement, j'ai des aiguilles beaucoup plus fines, celle-ci est un peu plus large, eh bien je marque ce qui seront les éléments du cordage. Euh, alors j'ai à ce moment-là plusieurs références d'images devant les yeux, sur mon ordinateur, sur mon téléphone ou imprimé, tout dépendra du projet sur lequel je travaille. Pardon. Et je suis finalement ce que j'ai devant les yeux et je le reproduis basiquement là en termes de lignes, en termes de volume aussi. Je commence à travailler légèrement le côté arrondi, c'est-à-dire que c'est pas juste creuser une ligne dans le volume initial, mais aussi imaginer que chaque élément du cordage a sa propre forme, légèrement arrondie. Donc là, on était en accéléré. Là, vous voyez qu'à vitesse normale, je vais assez lentement. Je prends le temps afin d'obtenir quelque chose de régulier, un marquage régulier. À présent, je vais rentrer dans le détail. J'ai fait un marquage assez sommaire. Et là, je vais reprendre mon marquage et encore plus créer le volume, je l'ai évoqué juste avant, de chaque petit élément. En fait, c'est ma corde, je l'ai découpée, séparée en petits éléments et chaque élément va être retravaillé en volume et en texture. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de chaque élément et au niveau de la corde finale en elle-même. Donc je vais basiquement appliquer la même technique sur chaque petit marquage, chaque petit élément de l'élément central qui est la corde. Là, je viens avec un autre type de spatule faite à base d'un fil de fer que j'ai taillé, poncé. Cette spatule est intéressante parce qu'elle a un côté plat et elle a un côté plus en biseau
ce qui me permet en fait de créer en un seul geste à la fois un marquage en profondeur et d'adoucir l'arête du volume que je travaille grâce à mon côté biseau. Alors à présent, on rentre dans la phase la plus longue, qui est vraiment la finition, le détaillage. Je ne pense pas que ce soit un mot qui existe en français, mais il exprime exactement ce que va être cette étape qui est très longue, mais qui finalement est pas plus ou moins importante que ce que j'ai fait auparavant. C'est-à-dire que détailler, finir un volume qui ne fonctionne pas dès le départ ne rattrapera pas l'esthétique finale de la création. Euh, Lorsque je travaillais à Rackham et que j'expliquais la façon de travailler, ma façon d'aborder la sculpture aux nouveaux sculpteurs, j'appuyais énormément sur l'idée qu'une figurine doit être regardée de deux façons. On doit la voir d'assez loin, la comprendre, être intéressé par son volume, sa position, ce qu'elle représente, mais également de près. Si on n'est pas intéressé de loin par la figurine, finalement, on n'ira même pas l'observer de près. Si on est intéressé de loin, si le volume fonctionne, si on voit pas s'il n'y a pas d'incohérence, et à l'inverse, s'il y a quelque chose qui montre de l'intérêt, à ce moment-là, on va commencer à se rapprocher. Il faut évidemment que lorsqu'on regarde le volume ou la figurine en entier de près, il faut donc que l'intérêt soit grandissant et qu'on découvre des nouvelles choses. Un peu comme si on devait zoomer sur une photo finalement. Si la photo ne nous intéresse pas au départ, on n'ira pas zoomer. Si la photo nous intéresse et qu'on voit qu'il y a plus de choses, qu'elle est plus riche que simplement ce qu'elle nous propose d'un premier regard, on va aller chercher un peu plus loin le détail et puis l'intérêt c'est de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles structures, des nouvelles textures, des nouveaux volumes, des détails. Donc c'est avec cette approche en tête que je détaille ma corde. Là, j'utilise à nouveau un outil fait à base d'une aiguille qui n'est pas très très pointue et qui va me permettre de texturer les petits boudins que j'ai créés finalement avec le découpage précédent. Car ma corde n'est pas lisse, elle a une texture fibreuse et l'idée c'est de proposer ce type de rendu d'esthétique, de texture fibreuse en fait. Donc par des petits gestes avec cet outil-là, je n'appuie pas, je touche de façon très sommaire, très délicate, le volume qui est déjà que j'ai déjà mis en forme, afin de pouvoir juste lui donner ce petit aspect imparfait. Je ne veux pas je veux que mes lignes en fait deviennent moins nettes, moins dessinées, plus floues d'une certaine façon grâce à cette texture. Qu'on ressente la texture quand on regarde la séparation de chaque petit volume formant le cordage complet. Comme j'ai mis ces petits volumes en forme, je ne cherche pas à les changer. Je ne cherche pas à les dénaturer. Je cherche juste à leur donner cette texture. Donc c'est par petits à-coups, par petites reprises, que je crée en fait finalement de l'imperfection pour symboliser la texture du cordage.
c'est une étape qui demande de la patience, du temps. J'ai accéléré plusieurs passages et en fait c'est vraiment de la répétition. C'est une des étapes qui finalement est assez difficile car longue et finalement fastidieuse. Mais c'est ce qui va faire la différence au final, qui va créer la qualité, qui fera que lorsque le figuriniste mettra en couleur ce volume, il y trouvera une réponse au pinceau. Il pourra utiliser tout un tas de techniques différentes, allant des différents lavis au brossage à sec, glacis et autres. Et en fonction de ces techniques-là, il aura une vraie réponse du volume. C'est-à-dire qu'il sera là pour mettre en valeur le volume et pas l'improviser ou pas chercher à le créer d'une certaine façon. En tout cas, c'est toujours mon approche de la figurine. J'ai envie de penser que le peintre pourra utiliser les volumes que je crée comme véritable support et inspiration, qu'il ne soit pas perdu, qu'il n'ait pas à inventer quelque chose, en tout cas s'il ne le désire pas. Peut-être que sur l'image ce n'est pas très 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 visible, mais réellement la texture est là. Et d'ailleurs, si on compare les deux volumes, on voit bien les grosses différences. Évidemment, l'autre volume n'est pas encore marqué du tout de la seconde corde, mais on voit bien que la lumière n'est pas reflétée de la même façon. Il n'y a pas ce lissé, il n'y a pas cette uniformité de la lumière. Et donc à présent, j'ai appliqué exactement la même technique, ou les mêmes techniques, au second cordage. Et on voit, là c'est toujours... la pâte Fimo est toujours fraîche, on est toujours dans le frais, et on voit bien que ça fonctionne. Enfin à présent, avec un pinceau à poil, enfin celui que j'avais utilisé précédemment, je viens vraiment retoucher les dernières finitions. Notamment la séparation à l'endroit où la pâte Fimo rejoint le laiton. Vraiment, je viens enfoncer très légèrement au pinceau chaque petit creux, redéfinir chaque forme qui permettront de vraiment avoir cette illusion d'une corde non pas collée au, au volume de laiton, mais bien quelque chose qui, on l'imagine, l'encercle et a son propre volume, indépendamment du fait que la pâte Fimo est finalement épouse, elle est collée, elle épouse le volume de métal. Là aussi, c'est quelque chose qui permettra au peintre avec un jeu d'ombrage, un jeu d'ancrage, de mettre en valeur ses ombres et de créer cette profondeur. Voilà le résultat final. La pâte Fimo est cuite et j'espère qu'on peut voir le détail et les textures finales. Retrouvez d'autres vidéos sur mon compte YouTube. À bientôt!